Bonjour à tous et merci d'être connectés sur ce live. Nous sommes en direct des studios Prisma pour partager avec vous la nouvelle édition de notre étude exclusive à l'initiative d'Avas Market. Elle sera consacrée aux consommateurs et à leur comportement d'achat durant les fêtes de fin d'année. On sait que c'est un moment important pour vous les marques et je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés sur ce live, vous aussi les distributeurs. Et pour nous en tant qu'agence, notre objectif c'est d'être toujours présent à vos côtés dans ces moments clés de l'année. Alors l'idée aujourd'hui c'est de décrypter ensemble les signaux faibles, les signaux forts de consommation, que ce soit en e-commerce ou en magasin. Quel est le budget consacré au cadeau de Noël? Est-ce qu'Amazon sera et reste toujours le premier moteur de recherche cadeau cette année? Quand les Français envisagent de faire leurs achats de Noël? Est-ce que le discount va prendre une nouvelle place dans cette période d'inflation? On a un joli programme ensemble. Et alors j'ajoute d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai la charge d'accompagner les clients du groupe Havas sur les problématiques e-commerce habituellement, en particulier d'ailleurs sur les enjeux retail et médias. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'animer ce talk durant 50 minutes. Et on me dit maintenant que vous êtes 508 personnes à être connectées. Alors j'espère que vous êtes bien installés chez vous, ou au bureau d'ailleurs. Moi, je peux vous dire que je suis très bien entouré ici. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés 3 experts du commerce. Laurence Polzelli, vous êtes directrice adjointe des études chez Havas Media. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Frédéric Valette, vous êtes directeur du département Retail et Fashion Insight chez Kantar Worldpanel. Et Bonjour. Bonjour. Et nous avons Marc Lolivier, directeur général à la FEVAD, qui nous fait aussi le plaisir d'être connecté ce matin avec nous. Et ma première question d'ailleurs, elle va être pour vous Marc. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois, ce dernier trimestre, sur le e-commerce en particulier? Oui, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi de participer ce matin à ce live consacré au comportement d'achat en ces fêtes de fin d'année. Alors, des fêtes de fin d'année, effectivement, qui jouent un rôle particulièrement important pour le e-commerce, puisque c'est 25% du chiffre d'affaires annuel du e-commerce qui est réalisé pendant ces 2 mois. Et les sites marchands, que ce soit les enseignes magasins ou des pure players, s'apprêtent à recevoir près de 70% des Français qui vont faire tout ou partie de leurs achats sur Internet. Donc, c'est une période très importante. Et je pensais qu'il était important, effectivement, qu'on puisse faire un bilan à la veille de ces fêtes sur la situation du e-commerce et des ventes sur Internet en France, grâce aux différentes études que nous réalisons au sein de la FEVAD avec nos adhérents. Alors, ce qu'on constate sur le deuxième trimestre, vous voyez que on est quand même sur un peu plus de 500 millions de transactions, 500 millions de commandes réalisées pour un montant total de 40 milliards d'euros. C'est une croissance de 8%, donc une croissance tout à fait dynamique, dans un contexte général quand même qui est plutôt atone, puisque la consommation des ménages, elle, est en recul sur cette période, pratiquement de 1%. Alors, derrière ces chiffres, en fait, se cache une réalité qui est un peu plus contrastée, un peu plus complexe, qu'on va voir dans la slide suivante. C'est-à-dire qu'on voit que cette croissance aujourd'hui, elle est essentiellement tirée par les services. Des services, notamment le voyage loisir, qui avait considérablement chuté pendant la crise Covid et qui, depuis la fin de la pandémie, affiche une croissance importante et le signe que les Français souhaitent vraiment maintenir ce budget voyage loisir qui reste quelque chose d'important depuis la fin de la crise, c'est-à-dire une des conséquences du Covid. À l'inverse, on voit que les produits, c'est le contraire. Les produits qui avaient explosé pendant la période Covid, qui ont connu une décrue post-Covid à laquelle on s'attendait, avec la réouverture des magasins. Et là, on voit depuis un an une situation des produits qui se sont stabilisés un peu au niveau de 2022. Encore une fois, dans un contexte de consommation des ménages qui est un petit peu affecté et un recul qui, là aussi, cache quand même des situations un peu différentes en fonction des produits. Puisqu'on va le voir, tous les produits n'évoluent pas de la même façon. On voit que certains secteurs, alors il faut là ça va un petit peu trop vite, on va revenir sur la slide sur les différents types de produits, si on peut la remettre à l'écran. Voilà, alors on voit bien à travers cette slide, on voit bien cette
cette courbe qui a explosé au moment du Covid, avec la décrue post-Covid dont je parlais, et puis ensuite cette stabilisation des ventes aujourd'hui, depuis à peu près un an, mais avec des secteurs quand même qui s'en sortent mieux que d'autres, notamment la beauté et la décoration, qui ont repris un peu de croissance depuis juillet-août. Et puis, à l'inverse, les vêtements et surtout les produits techniques qui sont en net recul, puisqu'on est à moins 10% sur tout ce qui est produits techniques. Alors, ces évolutions, elles traduisent aussi des arbitrages de la part des Français. Les arbitrages, on va le voir notamment, et c'est assez classique en temps de crise, sur tout ce qui est PGC, et notamment l'alimentaire, puisque vous voyez que l'alimentaire, si on peut revenir sur la slide précédente, là ça va un peu trop vite, j'espère que les gens ne sont pas perdus. Donc, on voit effectivement l'alimentaire qui reste en forte progression, puisqu'on est sur une progression de 12% au T2. Là, on voit bien effectivement les arbitrages qui sont au profit de l'alimentaire, avec un secteur qui a pratiquement doublé au T2 2003 par rapport à avant Covid. Et c'est certainement effectivement là aussi un enseignement très important et un marqueur de l'évolution du e-commerce. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de recontextualiser ça, c'est-à-dire de replacer le e-commerce par rapport au commerce. Là, j'ai un petit souci, je ne vois plus la slide. Voilà. Donc là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur le premier semestre 2023, vous voyez que finalement les ventes e-commerce, alors là je suis vraiment sur les produits, finalement sont à peu près stables, là où le commerce, lui, en général, a progressé de 3%, donc 3 fois plus. Mais c'est vrai que le commerce est favorisé par la part plus importante de l'alimentaire, avec une inflation plus importante sur l'alimentaire, puisqu'on est sur une inflation de 20% sur 2 ans par rapport au non alimentaire, qui est une inflation à peu près de 5-6% sur 2 ans. À l'inverse, et si vous regardez de manière un peu plus large et un peu plus dynamique, vous voyez que le e-commerce, si on le compare par rapport à la situation avant Covid, a progressé de 34% contre un peu moins de 10% pour le commerce. Donc là, on voit que si on regarde effectivement sur une période un peu plus large, le secteur reste quand même extrêmement dynamique, avec une croissance qui est 3 fois supérieure à celle du commerce en général. Justement, voilà quelles sont les tendances, Marc, les tendances du S2. Et donc, on va voir les tendances, si on peut les afficher à nouveau à l'écran. Merci. C'est pas les tendances, voilà. Donc, 3 tendances pour conclure. Première tendance, incontestablement, c'est le prix. C'est vrai que avant le Covid, un des principaux critères de choix du canal Internet était principalement le côté pratique et le choix qui était offert par Internet. Pendant le Covid, c'est vraiment les aspects sanitaires qui ont tiré le marché. Aujourd'hui, avec la crise et les problèmes de pouvoir d'achat, c'est vraiment le prix qui est un marqueur essentiel dans le choix des consommateurs. Et on le voit au point que on a 70% des acheteurs qui placent le prix devant la sécurité des transactions et voire même la qualité des services. Donc on voit effectivement que ce Noël va être marqué par le facteur prix et un Noël donc sous le signe de l'inflation. La deuxième tendance, c'est la RSE. Ouais. La RSE, alors on a tendance à dire oui, le prix emporte tout. Oui, c'est vrai, le prix est extrêmement présent. Et je crois que la sensibilité sur les sujets RSE demeure. Elle est parfois effectivement impactée par la recherche du prix et des bonnes affaires, mais elle reste un élément essentiel dans le comportement des e-acheteurs, puisque plus de la moitié tiennent compte de cette dimension-là. Alors, ça peut être soit par des gestes qu'ils opèrent, soit surtout par une demande de transparence et d'information de la part des sites sur ces aspects environnementaux qui restent importants. Ces 2 tendances, d'ailleurs, elles portent aujourd'hui un autre phénomène qui est essentiel, c'est celui du marché de la seconde main. Je pense que vous y reviendrez. Effectivement, on en parlera juste après. Seconde main qui est en pleine explosion. Et pour vous donner un symbole de cette explosion de la seconde main, Vinted est devenu le premier site marchand de vêtements en France, et ce qui montre effectivement l'impact de la seconde main. Puis la dernière tendance, pour conclure, c'est celle de la personnalisation. Vous savez qu'il existe aujourd'hui plus de 200 000 sites marchands en France. Ils sont créés à peu près toutes les 20 minutes. Et on voit bien chez les consommateurs, et notamment les acheteurs, la volonté d'avoir une expérience plus personnalisée,
dans leur parcours client notamment. Et je crois que ça sera un des grands axes parce qu'effectivement, le prix reste important, mais vous êtes comparé en permanence. Et je crois que si vous voulez effectivement sortir de cette spirale un petit peu déflationniste, une des solutions, en tout cas, c'est une demande forte des clients, c'est un parcours client plus personnalisé qui se fera notamment grâce à la data et Exactement. notamment grâce à l'IA, qui offre des perspectives extrêmement intéressantes du point de vue de la personnalisation du parcours client. Voilà en Marc, quelques mots merci la beaucoup situation. pour ces enseignements et cette vue générale sur le e-commerce. C'est intéressant parce que le prix, la RSE, la seconde main, c'est effectivement des sujets qu'on abordera aussi en détail puisqu'on a demandé aux Français quelles étaient leurs intentions et comment ils évaluaient aussi ces opportunités de mieux gérer leur budget d'achat cadeau de Noël. Je sais Marc, et vous nous avez fait le plaisir ce matin de nous partager ces chiffres de la FEVAD. Je sais que vous êtes attendu ailleurs et je vais vous libérer maintenant. Merci beaucoup. Encore une fois, Merci à vous. pour ce partage. Je crois que vous sortez une étude où vous avez une actualité là à venir à la FEVAD. Oui, on va sortir effectivement dans quelques semaines une étude justement sur ces grandes tendances qu'on vient d'annoncer. Et donc, on vous donne rendez-vous très prochainement. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon live. Marc Lolivier, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de partager avec vous les résultats de cette étude, vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver à travers un QR code en exclusivité. Vous aurez l'avant-première. Vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des résultats de l'étude sur les intentions d'achat de Noël en 2023 qu'on vous partagera à la fin de ce live. Et Laurence, avant de rentrer dans le détail de cette étude, moi j'ai une question, Frédéric, à travers ce que nous a partagé Marc. Finalement, qui sont les acteurs qui composent ce marché du e-commerce? Qui sont les sites marchands qu'on retrouve aujourd'hui derrière ces chiffres? Effectivement, donc chez Kantar, on a la possibilité de mesurer, de faire des estimations du coup sur le poids, l'envergure des sites marchands, et donc d'effectuer un classement tout simple en parts de marché que je vais évoquer. Simplement vous dire auparavant que je vais parler pour ces parts de marché-là donc de ce que Marc a décrit, puisqu'il y a deux grandes composantes. Il y a les services, on a vu avec Marc, les services vont bien. Il y a la partie biens physiques qui va, on va dire, un peu moins bien, notamment sur les biens techniques. Et donc, on est capable de mesurer des parts de marché sur l'ensemble des dépenses des Français, sur ces biens physiques qui sont composés de tout un tas de catégories fort disparates. Donc, sur ce grand ensemble, Amazon, et je pense que ça ne surprendra pas nos auditeurs, est le premier site en France, avec environ 18% de parts de marché, 18,3 exactement. C'est un site Amazon donc, qui est leader, ça c'est une première observation, qui va plus vite que le marché parce que la part de marché se développe. Simplement une observation sur le niveau de PDM d'Amazon qui est encore une fois 18,3. 18,3 c'est en valeur. En valeur. Sur l'ensemble des dépenses. Si on fait une phrase avec ce chiffre, ouais. Sur l'ensemble des dépenses faites par les Français online pour acheter des biens physiques, sur 100 € dépensés online, il y en a 18,3 qui vont chez Amazon. Qui est leader, donc ça peut paraître beaucoup. Ceci dit, par rapport à d'autres pays, alors les comparaisons ne sont pas évidentes parce que les méthodes peuvent être un peu différentes, mais Royaume-Uni ou Allemagne, des pays proches, on est plus du double en termes de PDM d'Amazon. Donc le site qui arrive juste derrière Amazon en France, c'est Leclerc. D'accord. On en reparlera tout à l'heure, je crois, mais Leclerc, leader sur le e-commerce alimentaire et de loin. Puis en troisième position, on va trouver Cdiscount. Alors, une observation ici aussi, il y a quelques années, avec ce même baromètre, on mesurait Cdiscount à la deuxième place. Leclerc était derrière en troisième. L'alimentaire, donc, une inversion. Online, prend aujourd'hui une position... Une position forte, effectivement, puisque l'alimentaire, c'est un énorme marché, plus de 100 milliards d'euros. Du coup, les acteurs, même s'ils ne font que 10% du marché alimentaire, forcément, voilà. Juste un mot sur Amazon, parce que je pense qu'au-delà de la part de marché... je crois, ils sont parmi les invités. Je les salue. Dire qu'Amazon, avec cette solution-là, on peut mesurer du coup le comportement d'achat à l'égard d'Amazon. Donc je précise là aussi qu'on est sur des Français ordinaires au sens INSEE du terme, c'est pas un qualificatif, ordinaire, c'est-à-dire vous et moi en fait, tel que l'INSEE nous compte en France. Donc il y a à peu près 25 millions d'individus en France qui sont clients d'Amazon, environ 13 fois par an. Voilà, donc pour donner une idée de ce qu'on appelle le niveau de pénétration, ça fait à peu près 46 points de pénétration. 46% des individus en France de 18 et plus sont clients d'Amazon au moins une fois dans l'année. Donc c'est
Voilà, c'est beaucoup de monde pour un site généraliste. Alors, dans la suite du classement, évidemment, j'ai parlé de Leclerc et de Cdiscount. Il y a d'autres sites, évidemment. Ensuite, on tombe sur des niveaux de part de marché beaucoup plus petits, parce que le marché est très atomisé, finalement, au-delà des 3 leaders dont j'ai parlé. Il faut noter simplement, et ça rejoint le propos de Marc, que les sites très spécialisés sur les vêtements, effectivement, sont plutôt en difficulté. On en parlera tout à l'heure, voilà, on en parlera notamment tout à l'heure. cet aspect, puisque la mode est aussi un produit, et notamment les vêtements sont des produits qui sont achetés en fin d'année. Les Français nous l'ont aussi témoigné dans cette étude. Et Laurence, enfin, est-ce qu'on peut venir sur cette étude qui a été menée sur un peu plus de 1000 Français en octobre, donc dernièrement. On a demandé aux Français quelles étaient leurs intentions d'achat à Noël. Est-ce qu'on a un premier chiffre finalement? Quel est le bilan? On parle beaucoup de l'inflation, du stress un peu économique. Comment les Français nous témoignent ça à travers cette étude? Alors effectivement, déjà ravi en fait de continuer à oui, vous accompagner pour cette 3e édition. On a été interrogé en effet tout début octobre 1000 Français, 18 ans et plus, qui ont l'habitude de fêter les fêtes de fin d'année. Par le biais de notre panel, du panel YouGov. Voilà, et effectivement, c'était quand même le gros sujet. La contrainte économique, bien sûr, elle pèse. On a 6 Français sur 10 qui nous disent qu'ils vont limiter leurs dépenses de fêtes de fin d'année. Donc bien sûr, c'est important, et parmi lesquels on en a 25% qui nous disent que ça va vraiment peser. Néanmoins, comme l'on suit ça depuis 3 années, ce dont on se rend compte finalement, c'est que ce chiffre-là, il n'est pas supérieur à celui qu'on avait observé déjà en 2022. Parce que il y a un an déjà, la pression économique, elle existait. Et peut-être dans le passé, peut-être avec alors il y a l'effet Covid d'ailleurs qui à chaque fois aussi peut changer la donne, mais si on remonte encore un an au-delà, en 2021, entre ces 2021 et 2022 oui, c'est vraiment la bascule. Alors bon, 2021, évidemment, elle est un peu atypique, un peu particulière, parce qu'on était dans un contexte, bien sûr, post-Covid, où il y avait plutôt des sujets, j'ai envie de dire, d'offres. On ne savait pas si les magasins allaient ouvrir, on ne savait pas si les approvisionnements auraient lieu, la logistique était perturbée. Voilà. Là, depuis l'année dernière et cette année, on est vraiment sur un sujet de demande. Donc il y a des Français qui vont un peu contracter leur budget, qui vont diminuer ou en tout cas essayer de mieux le maîtriser. Qu'est-ce qui ressort de l'étude lorsqu'on parle finalement des tactiques qui vont être mises en place par les Français? On sait que voilà, les Français sont malins, et notamment quand il s'agit des achats, on arrive toujours à trouver des nouvelles tactiques. Comment on arrive à ressortir des informations sur cette période à venir? Comment les Français s'organisent? Alors, effectivement, parce que bon, en termes de budget moyen, finalement, les Français nous disent qu'ils ne vont pas tellement évoluer ou réduire pour leur D'accord, donc dépenses. on est à peu près au même niveau. Ça ne chute pas considérablement. Il faut quand même prendre en compte que les fêtes de Noël, c'est un moment extrêmement important où les gens tiennent à se retrouver. Et donc, voilà, ils vont développer un certain nombre de techniques parce qu'effectivement, l'optimisation du budget est devenue, au moins ces 2 dernières années, un sport national. Et en fait, les Français, depuis ces 2 dernières années, ils exploitent toutes les opportunités que la distribution, que le commerce, que le e-commerce en particulier, va pouvoir leur Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent en avance, ils vont chercher les bonnes affaires. On parle notamment du Black Friday. Quelle est aujourd'hui? Est-ce que c'est une année où le Black Friday va compter? Puisqu'on sait aussi qu'il y a des enjeux RSE, et donc on sait très bien que la consommation aujourd'hui peut être aussi impactée par ces enjeux à travers des opérations commerciales comme le Black Friday. Qu'est-ce qu'il en ressort? On a un chiffre peut-être sur cet aspect Black Friday? C'est également un point que l'on observe. On a, on a ce recul sur 3 ans, mais bien sûr, clairement, les Français anticipent déjà, avant tout, leurs achats. Donc, on a à peu près la moitié des gens qui nous déclarent que, au mois de novembre, ils auront réalisé leur achat pour les fêtes de fin d'année. C'est toujours de plus en plus tôt. Oui, donc là, c'est ça. Il y a plus ou moins un point versus l'année dernière, mais effectivement, en tout cas, ce principe d'anticipation a été clairement intégré. D'accord. Et
Oui, bien sûr. Le Black Friday, bien, les gens se positionnent dessus. Et là, vraiment, on observe, voilà, on parlait du facteur prix, ça n'a pas échappé, que là, on est sur un temps fort commercial et on a quand même 16%, et ça, c'est un chiffre que l'on voit progresser. D'accord, ça progresse. 16% des Français qui nous disent, oui, je vais faire en fait mes cadeaux de Noël au moment du Black Friday. Donc les marques, d'ailleurs, et comme les distributeurs, je sais que c'est une période où il y a beaucoup de choses à faire, cette période de fin d'année. Mais donc le Black Friday, ça implique pour ceux qui nous écoutent, les annonceurs et les marques, d'être présents sur cette période, puisque visiblement les Français ont l'intention de renforcer leurs achats très rapidement en novembre, mais aussi sur cette période du Black Friday. Alors le Black Friday, c'est plutôt des produits électroniques. Des produits neufs. Est-ce que, tout à l'heure, on parlait encore une fois de la RSE, Marc nous parlait de Vinted. Est-ce que la seconde main progresse dans les intentions d'achat des Français? Est-ce que ça vient un peu bouleverser les cadeaux qui vont être faits? Alors oui, effectivement, en tout cas dans le e-commerce que les Français vont plébisciter plus spécifiquement pour rechercher des bonnes affaires en particulier, eh bien oui, ils identifient aussi clairement, enfin ils nous disent oui, je prévois, et donc ils sont 20% à nous dire je prévois d'aller acheter mes cadeaux de fin d'année sur des sites de e-commerce. Voilà, effectivement, aujourd'hui c'est tout à fait admis parce qu'il y a ce côté, au-delà du côté bonne affaire, il y a évidemment aussi tout le côté vertueux. Et on ne se cache plus. Consommation faire des cadeaux un peu plus responsable. De seconde main, exactement. Alors ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, on parlait de Vinted. Peut-être chez vous, chez Kantar World Panel. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Vinted? Parce que c'est d'ailleurs un acteur qui était sorti l'année dernière, spontanément. Les Français nous disaient Vinted fait partie aujourd'hui des sites que je consulte pour faire mes cadeaux de Noël. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu l'effet Vinted, comment aujourd'hui Vinted domine ce marché de la mode? Oui, tout à fait, Sébastien. Vinted, effectivement, c'est le phénomène avec Shein aussi de notre côté. Mais Vinted, on en parlera, je pense, mais Vinted, effectivement, est le phénomène sur le marché de la mode de seconde main. Donc, juste vous donner une idée du marché de la seconde main, puisque c'est quand même plus de 100 millions de pièces de vêtements qui sont achetées d'occasion sur des sites principalement, ça peut être le cas aussi en magasin. Je mets de côté ici la seconde main caritative qui est donnée, qui n'est pas mesurée ici. Donc cela représente 4% les achats de vêtements en France. Donc quand on raisonne volume, ça peut paraître peu, mais enfin c'est en absolu 100 millions de pièces. Et c'est vrai que Vinted a pris une place prépondérante, puisqu'on estime que Vinted, c'est 70% du marché de la seconde main en France, de vêtements qui font l'objet d'une transaction de seconde main. Donc c'est énorme. Et Vinted s'est beaucoup développé. Vinted, Marc l'a dit tout à l'heure, mais c'est une source Kantar. Donc Vinted est leader effectivement des sites internet de mode en volume. D'accord. Je précise bien en volume, en valeur évidemment c'est beaucoup plus bas, mais en volume Vinted est leader. Donc ça c'est un phénomène, je pense, un point qui doit marquer les esprits un petit peu. Et Vinted, il faut noter que c'est un site qui est très bon sur certaines catégories de vêtements. On ne va pas acheter des robes de mariée sur Vinted, quoique on va surtout acheter des vêtements pour enfants, des vêtements pour les bébés. Et là, on peut avoir des pointes, des pics de part de marché, et je raisonne toujours volume, à plus de 40% sur les vêtements achetés pour des bébés ou pour des enfants, avec évidemment des vêtements qui se renouvellent beaucoup, qui justifient l'achat de seconde main pour des raisons d'économie, comme le disait Laurent. Donc c'est intéressant parce que c'est aujourd'hui un acteur, pour vous d'ailleurs qui nous écoutez, que vous soyez distributeur, que vous soyez de marque, aujourd'hui il faut composer, et nous on le perçoit aussi chez Havas, il va falloir composer aussi avec cette nouvelle demande des Français, avec une demande d'achat de produits d'occasion. Donc il y a maintenant le neuf qui cohabite avec les produits d'occasion, et donc ça crée quelque part un nouveau paradigme de consommation pour tout le monde, dans l'écosystème, que ce soit les distributeurs, les marques. Extrêmement intéressant ce que vous dites, Frédéric. Donc on se rend compte que le budget des Français est sous contrainte, mais au-delà de la seconde main, est-ce qu'il y a des enseignes qui parlent un peu plus aux Français d'un point de vue pouvoir d'achat, d'un point de vue intention d'achat? Quand on demande aux Français est-ce qu'il y a des enseignes qui vous aident, est-ce qu'on a des chiffres à communiquer là-dessus? Alors, on leur a posé en effet très clairement cette question. Quelles sont les enseignes hors alimentaires qui vous aident au quotidien pour gérer votre pouvoir d'achat? Vous voyez s'afficher la longue liste. Pas trop de surprises. On a effectivement Amazon qui arrive en tête.
Voilà. Et on voit effectivement comment est-ce que se répartissent en fait à la fois entre des plateformes de e-commerce généralistes, assez rapidement effectivement, et en tête desquelles Action, qui émerge également fortement sur tout le sujet des solderies. Et après, on va retrouver en effet les autres grands postes de dépenses des Français. Donc on va avoir du textile, on va avoir de l'habitat. Voilà, mais avec vraiment deux acteurs, je dirais, majeurs qui ressortent dans... C'est intéressant parce que d'ailleurs, la question qu'on posait, c'était une question assez déclarative. On demandait quelles étaient les enseignes qui étaient les plus en action, les plus, qui cherchaient à avoir une démarche d'accompagnement sur le pouvoir d'achat. Donc, spontanément, les Français nous partagent cette liste d'enseignes. On voit les enseignes de mode, Frédéric, qui s'affichent et elles semblent faire beaucoup pour le pouvoir d'achat. C'est un marché quand même qui est en train de... sur lequel il se passe beaucoup de choses. On a vu quelques fermetures de magasins, hélas. Je sais d'ailleurs que vous êtes aussi nombreux à nous écouter aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques de mode qui nous écoutent. Comment ce marché, finalement, est en train de se structurer ou se restructurer? Est-ce qu'on voit des tendances chez Kantar sur le marché de la mode à travers notamment les acteurs qu'on a partagés aujourd'hui? Absolument. Depuis quelques années, on voit un glissement du marché de la mode vers ce qu'on appelle le low cost. Le démarrage de ce phénomène, il date d'à peu près 2015 et ça date justement de l'émergence de Shein en France, ça date de l'émergence et la diffusion de l'ouverture de magasins d'Action, par exemple, qui s'en est suivi. Donc ça a déplacé le marché vers cette catégorie. Aujourd'hui, on parle d'un marché polarisé, en sablier, avec un low cost très important, composé d'enseignes type Action, Zimark, Primark, Centracor, Shein, etc. Donc des magasins. D'ailleurs, des solderies qui viennent sur ce marché textile, parce que ces solderies, on retrouve des produits de grande conso, mais aussi du vêtement. Absolument, on va trouver une offre assez importante, à la fois en textile, sur des basiques en fait du textile, les sous-vêtements, le chausson, les vêtements pour enfants et autres, encore une fois des basiques. Et à côté de ça, vont cohabiter des catégories alimentaires ou du bazar. Donc sur l'alimentaire, c'est des actions, enfin certaines enseignes peuvent prendre beaucoup de place, type Action, etc. Sur la mode, effectivement, ça a pris beaucoup. On estime que la part de marché du low cost en France est passée en quelques années d'à peu près 8% à 24% de part de marché. Donc ça, évidemment, malheureusement, le tout dans un marché qui lui-même est en difficulté, en déconsommation, comme on dit, avec des phénomènes de seconde main et autres. Et puis, donc, ce marché, cette émergence du low cost a pu cannibaliser des enseignes plutôt françaises à l'origine, du mass market et du milieu de gamme, qui ont eu, on l'a vu malheureusement, l'actualité récente est un petit peu compliquée pour certaines enseignes. On peut noter quand même des enseignes qui se portent bien. Je pense à Kiabi, qui a réussi à vraiment plus que résister, à être conquérant en fait sur ces dernières années, avec je pense un positionnement affirmé, une promesse tenue, la mode à petit prix, tout est dit dans le slogan, et c'est vrai que c'est quelque chose qui marque les esprits et qui est tenu. Une offre mode aussi, c'est dit aussi dans le slogan, on a le prix mais on a la mode, et de ce point de vue-là, il y a un renouvellement qui se fait et des choses tout à fait intéressantes pour notamment les familles. Et puis, c'est une marque qui a su aussi sur le digital, je pense, beaucoup œuvrer et se renforcer, et puis qui a mis en place un certain nombre de choses comme du Made in France ou des corners ou des marketplaces et autres. Donc il y a eu des initiatives comme quoi il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, et c'est aussi le message qu'on peut faire passer. Je sais que parfois, et notamment les directeurs marketing, les directeurs e-commerce, on sait que parfois on s'arrache un peu les cheveux sur le contexte. Et encore une fois, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager des insights. Mais on se rend compte d'ailleurs que c'est un marché globalement qui se structure avec du neuf, du marché d'occasion. Le poids des solderies fait qu'il y a aussi un circuit à gérer pour ces industriels, avec une image de marque aussi qu'il faut réussir à piloter à travers ces différents canaux de distribution. C'est extrêmement intéressant. On a parlé beaucoup des produits vendus durant le Black Friday, la mode. Qu'est-ce que nous disent les Français sur l'alimentation et les repas de Noël? Parce que c'est quand même un moment festif. Quand on leur demande quelles sont leurs intentions sur le repas de Noël?
Alors, en fait, c'est eux-mêmes qui l'ont abordé, enfin, presque spontanément, parce que toujours à travers ce prisme de limitation des dépenses pour cette fête de Noël. Et en effet, le premier point qui apparaît, c'est je vais faire un repas plus simple pour optimiser mon budget. C'est quand même 36%, donc c'est loin d'être neutre. On peut y ajouter également 17% qui nous disent je vais limiter le nombre d'invités. Donc voilà, si on Donc, a 36% des Français nous disent cette année, moi je veux un peu mieux organiser, mieux optimiser mon repas de Noël en allant chercher des meilleurs prix. C'est là en tout cas. Voire jusqu'à réduire le nombre d'invités. Bon. Jusqu'à réduire le nombre d'invités. Donc, on a vu effectivement que d'un côté, ils tentent de préserver ce budget cadeau, voilà. Mais d'un autre côté, il y a cette contrainte économique. Et c'est vrai que, on en a parlé, l'inflation alimentaire a été particulièrement élevée cette année. Et donc, effectivement, potentiellement, ça sera une variable d'ajustement, en tout cas sur les dépenses de cette année. Alors, d'ailleurs, justement, au-delà des cadeaux, c'est un moment de consommation important. Notamment, la grande distribution s'organise en théâtralisant beaucoup de choses pour faire venir les consommateurs en magasin, aussi en ligne. Il y a beaucoup de marques, Frédéric, agroalimentaires qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'arrêter aujourd'hui sur la croissance de ce secteur, du marché alimentaire qui sont les acteurs qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu? Est-ce qu'il y a des formats particuliers? Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez Kantar Worldpanel? Ok. D'un point de vue strictement marché, d'une part, un premier commentaire, ça a été évoqué rapidement par Marc tout à l'heure, c'est un marché, la grande consommation qui a connu une inflation jamais vue, en fait, depuis... de tous qui travaillent dans le secteur, qui sont en âge de travailler, les autres sont à la retraite, je pense, mais c'est 20% à l'espace de même pas 2 ans, donc c'est colossal, sur un poste budgétaire qui pèse entre 5 et 6 000 euros par foyer et par an quand même, donc ça compte, c'est très important. Et ce marché-là, donc du coup, est en croissance en valeur, a vu pour la première fois, là aussi, de mémoire d'analyste, à horizon 25-30 ans en arrière, un recul en volume en fait. Donc les Français ont acheté moins de produits de grande conso, qui sont des produits quand même de base et essentiels pour faire fonctionner un foyer. Donc ça, c'est un phénomène jamais vu. C'est valable également sur les produits frais trad, qui sont très utilisés justement pendant les repas de fin d'année, la viande, le poisson, etc., qui ont vu leur volume baisser de 6%, là aussi c'est colossal. Donc on sent que les Français se serrent la ceinture. En termes de marché ou de catégorie, c'est un peu compliqué de résumer la situation en quelques mots, mais les catégories dites essentielles ou du quotidien se baissent moins que les catégories dites festives. Je reviens sur ce que disait Laurence, ou avec des achats d'impulsion plus marqués. Voilà. Et en termes de comportement d'achat, pour limiter la note à chaque passage en caisse, les Français ont eu tendance à faire les courses plus souvent. Donc, augmentation de la fréquence. Augmentation de la fréquence, tout à fait. À peu près 120 sessions de courses par an sur la grande conso et le trad, les produits frais trad. Et en parallèle, des paniers qui en valeur, en volume plutôt, ont tendance à diminuer et en valeur à augmenter avec l'inflation. Donc ça, c'est vraiment la photo grande masse, on va dire. En termes de circuits, on voit se développer 2 circuits principalement qui sont plutôt des plus petits circuits. D'une part, la proximité, circuit de proxy, ça c'est à mettre en lien avec la fréquence d'achat qui se développe justement. Ouais. Bon, il y a des phénomènes de parc aussi derrière le phénomène proximité. Et puis également le digital qui va plutôt vite effectivement sur la grande conso, qui par rapport à l'avant Covid a plus que doublé sa part de marché. Là on n'est plus très loin des 10 points de PDM avec un effet derrière livraison à domicile. En partie, c'est à peu près 1% de part de marché, la livraison à domicile. Et le drive, le fameux drive, phénomène un peu franco-français de digital, c'est un ovni par rapport à ce qui se passe dans le pays. Oui, parce que par exemple, Amazon, à contrario, propose pas forcément des produits frais, si ce n'est un partenariat avec Monoprix. Monoprix, voilà. Mais c'est vrai que la livraison à domicile de PGC avec des produits surgelés, frais, etc., des pondéreux, c'est un sacré challenge en fait de livrer tout ça à domicile. Pour des prix unitaires de chaque article qui peuvent être de 2, 3, 4 euros, donc c'est un peu compliqué. Et donc le drive s'est posé là comme une alternative justement à la livraison pour avoir un prix de l'hypermarché, donc avec un achat digital. Et on voit se développer depuis quelques mois maintenant, rebondir plutôt le drive.
Voilà. Ouais, et alors d'ailleurs, le drive, hein, c'est un sujet qui est aussi relié aujourd'hui en France à ce qu'on appelle le retail média. On le voit, nous, à l'agence, on accompagne beaucoup de marques agroalimentaires. Et c'est vrai que le drive fait aujourd'hui partie de leur écosystème de distribution, puisqu'il y a des relais de croissance. Il y a des produits d'ailleurs qui se vendent plutôt en drive et des formats de produits qui se vendent plutôt en drive avec un peu moins d'achats, par exemple, en magasin physique. Le retail média, c'est un sujet qui compte aujourd'hui de plus en plus pour les marques. Nous, on reçoit de plus en plus de briefs qui intègrent directement le retail média au même titre que des investissements médias dans la télévision, dans l'achat d'espace télé, dans l'achat d'espace d'affichage, radio, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau pilier pour les marques. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Revenons un peu d'ailleurs, Laurence, à travers cette étude sur le parcours shopping des consommateurs. On l'a un peu abordé, mais quel est le comportement des Français? Est-ce qu'ils vont acheter en magasin ou est-ce qu'ils vont acheter en ligne? En tout cas, qu'est-ce qu'ils nous déclarent sur la fin de l'année, sur cette fin d'année 2023? Quelles sont leurs intentions? Est-ce que on va continuer à faire ces courses en ligne davantage ou en magasin? Alors, oui, effectivement, on a beaucoup parlé du e-commerce, hein, ce qui pourrait laisser penser que c'est un circuit qui est privilégié. Ce n'est pas vraiment le cas. On a 3 chiffres, 30, 50, 20. Le 50, c'est l'omnicanal. C'est que les gens, en fait, ils vont dire je vais profiter de la complémentarité, je vais chercher le meilleur des mondes. Donc, à la fois sur Internet, à la fois dans les magasins physiques. 30, c'est vraiment la base de clientèle qui va rester vraiment fidèle, exclusive au magasin. Et ça, c'est vrai que ce sont des comportements... Donc 30% des Français disent « moi je vais en magasin, Et voilà, et ça, c'est un chiffre qui reste constant, on va dire sur ces dernières années. Parce qu'effectivement, le magasin, on a des comportements qui sont un peu atypiques sur cette fête de fin d'année. On a des magasins spécialistes qui sont surfréquentés. Voilà. Et donc, le magasin a tout son rôle à jouer encore. Et le digital reste à peu près à 20% et ne progresse pas de façon purement exclusive. Et alors, qu'est-ce qui les intéresse justement en magasin? Pourquoi ils se rendent en magasin? C'est pour l'inspiration? Il y a beaucoup de raisons. Dans les cadeaux, c'est toujours un sujet quand même. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Hein. Bon, on va passer sur le côté l'ambiance de Noël, hein, effectivement, dont on souhaite profiter. Mais le rôle majeur en fait du magasin, il reste sur l'inspiration. En fait, le magasin ressort comme étant la deuxième source d'inspiration, juste après les souhaits exprimés, hein, les fameuses wishlist. Donc, ça reste effectivement essentiel. Et dans les magasins également, on va aller s'appuyer sur la troisième source d'inspiration que sont en fait et que restent les fameux catalogues. Le catalogue. Oui, parce que le catalogue d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, c'est un sujet, parce que le catalogue de Noël, c'est quand même extrêmement important pour les enfants. Ça reste une période de consommation et d'achat de cadeaux qui traditionnellement est plutôt orientée pour les enfants. Mais alors, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites de différents distributeurs, et il y a ceux qui vont arrêter le prospectus, enfin, ou en tout cas les catalogues, peut-être pas sur la période de Noël. Est-ce que aujourd'hui, c'est dans les intentions d'achat de cadeaux, est-ce que c'est un élément qui oriente les Français? Est-ce qu'ils utilisent encore ce catalogue de Noël en papier? Vraiment, c'est la troisième. Vous avez les souhaits exprimés, le magasin, et en troisième lieu, effectivement, les catalogues. Sachant que également, on interroge les parents d'enfants à propos de ce catalogue, et on voit, on a plus d'un tiers des parents qui nous disent bah oui, c'est encore un support nettement utilisé par les enfants, ils découpent les photos, etc. Et ça sert encore à faire la traditionnelle lettre de Noël. Donc, il a toujours ses usages et voilà, en tout cas sur ça se confirme d'année en... Enfin, je crois, hein, de mémoire, l'année dernière aussi, c'était quelque chose qui était assez plébiscité. Oui, on reste sur des niveaux assez équivalents. Alors bon, il ne faut pas passer le cap de l'adolescent ou du préadolescent. Hein. On reste quand même sur des foyers avec des petits-enfants, mais voilà, au sein de ces foyers-là, donc le catalogue, pas. Le catalogue est toujours important. Alors, il y en a qui ont annoncé qu'ils supprimaient d'ailleurs les prospectus. Je crois que c'est Leclerc. Hein.
Donc ça peut avoir des impacts à terme. Frédéric, là-dessus, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet du prospectus? Effectivement, dans le secteur grande conso, on assiste à une digitalisation des prospectus au profit principalement d'applis en fait, qui vont permettre un discours, une relation enrichie entre le retailer et son client, en passant par les cartes de fidélité, mais c'est en véhiculant des promotions, mais en véhiculant aussi du contenu, tout simplement, des recettes, des jeux. Et l'appli Lidl, à ce titre-là, était intéressante, je trouve. C'est vraiment un bon modèle. Donc, on a cité cette digitalisation qui, au passage, du coup, on parlait tout à l'heure du digital sur la grande conso, plus de prospectus digitalisés. Mécaniquement, ça va amener, a priori, plus de clients sur les solutions digitales des retailers. Donc ça, c'est une première observation. Ensuite, je rejoins ce que disait Laurence. Effectivement, je parle ici des prospectus du quotidien à la semaine, en fait, très centrés sur l'alimentaire. Par contre, les prospectus événementiels, festifs, les jouets typiquement, ou à d'autres moments de l'année, la rentrée par exemple, vont continuer à exister, je pense, en papier, parce que là, c'est des vecteurs. Et puis, c'est des vecteurs de trafic en magasin, donc très importants. Et on parlait de Leclerc, donc il digitalise ses prospectus. Dans l'immédiat, je dois dire que ça n'a pas l'air d'affecter Leclerc, puisque Leclerc en ce moment est en train de se développer. On mesure donc la performance de cette enseigne avec le panel de Kantar et on voit bien les gains très réguliers et très forts de Leclerc depuis 6 ou 7 mois. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est plus pour l'année 2024, la disparition des prospectus. C'est là qu'on verra l'impact. L'impact, et puis aussi associé à l'application de la loi des Crozailles, donc qui vise à limiter les générosités, le niveau de générosité sur le rayon des PH. Peut avoir des conséquences l'an prochain aussi, puisque on avait là de gros prospectus physiques ou digitaux sur les catégories DPH et qui notamment étaient vecteurs de trafic en hypermarché. Donc là, on aura ce type de magasin qui sera moins attractif parce qu'avec des promos qui seront capés. Et donc là, ça risque de renvoyer justement des clients sur le digital, des drives, et ou vers des actions des magasins type action, solderie, qui eux aussi sont capables de faire du DPH. Et d'ailleurs, c'est des catégories sur lesquelles ils sont assez performants. Donc, il y a des phénomènes avec des jeux de billard à 3 bandes, comme on dit. Il y a des reports de comportements extrêmement intéressants, puisque encore une fois, pour vous, annonceurs qui nous suivez aujourd'hui, c'est encore un support à considérer pour la fin de l'année. Le papier, ça reste un élément important dans l'écosystème et le comportement des Français. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les nouvelles générations sont a priori davantage digitales. Oui. Quand on leur demande à ces Français, est-ce qu'il y a des choses qui en ressortent d'un point de vue inspiration? Comment les Français aujourd'hui s'inspirent? Est-ce que sur la nouvelle génération, il y a des éléments qui ressortent spécifiquement cette année? Oui, effectivement, on a soumis cette année le sujet de l'intelligence artificielle. Bien sûr, voilà. Okay. Donc qui ressort de façon assez marginale sur une... Alors vous allez nous dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des idées cadeaux. Voilà, mais en l'occurrence chez les plus jeunes, et on sait, on a mené une étude cette année qui montre qu'on a aujourd'hui plus de 2 tiers en fait des jeunes des moins de 30 ans qui ont déjà en fait utilisé. Donc voilà, ça commence à rentrer dans le quotidien des usages. Et là, effectivement, on est quand même à 11% des moins de 25 ans qui nous disent finalement, on va tester l'intelligence artificielle pour trouver je vais aller sur ChatGPT pour me faire la liste de cadeaux et imaginer ce que je vais offrir. Bien sûr, on peut très bien imaginer de décrire le profil de la personne à qui on souhaite offrir un cadeau. D'accord, donc 11% des moins de 25 ans envisagent, ou en tout cas nous ont déclaré ça, nous ont déclaré avoir recours à l'intelligence artificielle ou aux outils comme ChatGPT. C'est surprenant, mais plus rien ne nous surprend maintenant, puisque comme on le disait au début de ce live, les Français sont agiles, cherchent de la nouveauté aussi dans les parcours d'achat. Et les réseaux sociaux, ça a toujours un impact aujourd'hui dans l'influence sur les achats de Noël. Oui. Alors évidemment, évidemment chez les plus jeunes, mais voilà. Mais en l'occurrence, oui, ça se positionne. Les réseaux sociaux arrivent au-dessus des 11%. C'est aujourd'hui un canal effectivement qui est assez largement utilisé. Et alors en préparant ce live, on
on évoquait aussi la préparation des paniers par les enfants, ou en tout cas les ados. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, voilà, quand on dit les moins de 25 ans, préparation de panier en ligne, hein, bien sûr. On pense évidemment, bon voilà, aux jeunes, aux étudiants. Donc on sait effectivement qu'ils sont très très en avance sur les usages digitaux. Mais bon, on le voit, hein, toutes les strates de population, donc chez les plus âgés et y compris aussi chez les plus jeunes, hein, on a ces usages digitaux qui progressent. Et là, on l'a constaté, notamment quand on demande aux parents d'enfants de moins de 15 ans si en fait l'enfant prépare son panier en fait et juste soumet son panier en fait pour faire sa liste de souhaits. Et là, on a une progression de plus de 6 points en 3 ans. Donc, on a quand même 14% des parents qui nous disent oui, mon enfant prépare son petit panier pour Noël et en fait, il me l'envoie de façon digitale et voilà, j'ai plus qu'à vérifier. C'est une nouvelle façon ouais. Et c'est intéressant pour aussi vous en tant qu'annonceur ou en tant que distributeur. Et je sais notamment qu'on va revenir sur Amazon qui ressort aussi au travers de cette étude. Et tous ces chiffres, hein, je le précise, puisqu'on vous a partagé beaucoup de chiffres sur cette étude, mais il y en a davantage encore dans l'étude complète qui sera accessible juste après ce live. Vous aurez la possibilité de télécharger, comme je le disais en avant-première, l'exhaustivité des questions et des réponses que vous pourrez utiliser au sein de vos différentes entreprises et auprès de vos collègues notamment. Il y a un chiffre assez fort qui ressort des Français sur la fin de l'année, et notamment la recherche cadeau. On a parlé beaucoup de magasins, on parle de online. Quel est le chiffre aujourd'hui? Est-ce qu'Amazon est toujours le moteur numéro 1 de recherche cadeau cette année? Oui, c'est toujours le numéro 1, Amazon, on confirme. Et ça confirme aussi hein, la place de leader en volume. Oui, non, clairement, effectivement, 65%. D'accord, donc c'est encore davantage... C'est plus un point. Mais voilà, ça reste extrêmement présent. C'est 65% des gens qui nous disent oui, je vais chercher de l'inspiration. Enfin, directement, j'utilise finalement directement Amazon hein, pour lancer mes recherches. Voilà, donc c'est élevé et puis c'est surtout loin quand même devant les autres. Hein, parce que alors les autres, c'est Google. Exactement, juste après on trouve Google à 35% et après on va retrouver aussi un peu la logique des acteurs de e-commerce, hein, un CD Discount, un Fnac, voilà, qui sont aux alentours des 28-30%. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant. En moyenne, combien les Français utilisent de moteurs de recherche? On arrive à peu près à 3. Donc 3 moteurs de recherche sont utilisés pour constituer un peu soit son panier hein, quand on est un ado et qu'on partage ça à ses enfants par exemple, à ses parents. Extrêmement intéressant. Et alors en termes de programme de fidélité, parce qu'on sait que notamment les acteurs comme Amazon, voire Leclerc également, hein, qui ont des programmes de fidélité assez puissants. Et dans le cadre de ce qu'on appelle la fin des cookies, c'est aussi un élément extrêmement structurant hein, dans la démarche de croissance des distributeurs. Est-ce qu'on a un chiffre sur peut-être davantage un effet captif lorsqu'on est Prime sur Amazon? Est-ce qu'on recherche davantage on démarre plus les recherches sur Amazon? Oui, ça c'est tout à fait clair. Je disais tout à l'heure 65% des Français, alors quand on est abonné, Prime Video, eh bien en fait ça monte à 8 sur 10. 8 abonnés sur 10 commencent en fait donc leur recherche. 80% des abonnés démarrent sur Amazon, donc des abonnés Prime démarrent sur... Donc il y a des réflexes qui sont bien installés. Il y a des réflexes qui sont bien installés. On va arriver à la fin de ce live qui était extrêmement intéressant de par l'ensemble des données qui ont été partagées. J'espère chez vous que vous avez réussi à vous y retrouver à travers tous les chiffres. Hein. Si vous les avez notés, c'est très bien, mais comme je le disais, vous allez retrouver après ce live un petit QR code qui va vous permettre de télécharger l'ensemble des données. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à être avec vous, que vous soyez au bureau, que vous soyez en télétravail, au travers de votre connexion. Nous avons été un peu ensemble ce matin. Merci beaucoup Laurence, vous êtes en charge, je le rappelle, des études chez Havas Media et vous êtes aux côtés des marques
dans leur démarche de développement stratégique. Frédéric, Kantar World Panel, je crois qu'on peut vous suivre sur LinkedIn à travers les différentes publications que Absolument. vous pouvez Pas très partager. original, mais oui, absolument. Merci Sébastien. Quant à moi, au travers de Havas Market notamment, je vous invite à nous retrouver prochainement, non pas sur un live, mais un événement physique qui aura lieu fin novembre. Nous allons vous envoyer les détails de cet événement qui sera consacré au retail média. On en a parlé tout à l'heure, un événement auquel vous serez conviés sur invitation et on fera cela dans un endroit très sympathique puisque ce sera dans les locaux Vivendir à proximité des Champs-Élysées. Les invitations et les programmes vous seront communiqués très rapidement, très prochainement. Voilà, et n'hésitez pas à nous partager vos feedbacks. Je sais que vous allez recevoir un petit mail juste après également ce live afin de nous partager vos questions éventuelles. On est très contents, moi je suis très content d'être avec vous, à vos côtés. J'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup.